Si on veut assurer l'avenir du Québec francophone en Amérique du Nord, on va avoir besoin des immigrants puis de leurs enfants. Une des craintes que j'avais en écrivant le livre, c'est qu'on dise « Ah, mais ça, c'est... Toi, t'es une bonne immigrante. » François Legault me l'a déjà dit. Et je sais que ce qui se disait sur les musulmans et les musulmanes était horrible, était injuste, puis ça me faisait très, très mal, puis ça me blessait. Je vais aller très loin, c'est stupide. C'est comme s'ils voulaient juste montrer que pour eux, l'intégration, c'est important avec des slogans. Je suis Ruba Gazal, je suis porte-parole de Québec solidaire, chef parlementaire à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire. Et je suis députée depuis 2018. J'ai été élue dans le comté de Mercier. Ça, c'est le plateau Mont-Royal, le plateau Mont-Royal et le Myland. Et je suis une gens du pays qui vient d'ailleurs. Je suis d'origine palestinienne, née au Liban. Donc, petite fille de réfugiés palestiniens de 1948. Mais j'ai vécu aux Émirats arabes unis toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans avec ma famille. Puis je suis arrivée ici au Québec à 10 ans ne parlant pas un mot de français. Je suis devenue québécoise grâce à l'école publique québécoise, gratuite, de qualité, dans la classe de M. Gilles dont je parle, dans une classe d'accueil. Et aujourd'hui, je suis la seule femme à la tête d'un parti politique. Hein? On peut réussir quand même des choses au Québec. Voilà, en gros. Justement, aujourd'hui, on va parler de ton nouveau essai. Donc, les gens du pays viennent aussi d'ailleurs. La première question qui me vient en tête, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cet essai? Oui. C'est une excellente question. Moi, ce livre, je l'ai déjà écrit dans mon cœur et dans mon ventre depuis très longtemps. Je me rappelle très bien de la fois où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'écrive un livre. C'était en 2021. François Legault a dit, les immigrants qui gagnent en bas de 56 000 $ par année, c'est mon problème. Et depuis ce temps-là, il l'a dit un petit peu avant, mais depuis ce temps-là, pour lui, l'immigration, c'est un problème. C'est un problème pour la crise du logement, c'est un problème pour la crise des services publics. C'est un problème quand il y a une crise de l'itinérance, c'est un problème partout. Très peu de fois où il disait pourquoi l'immigration, c'est une richesse. Puis moi, je me rappelle à l'époque, je m'étais levée au Salon Bleu, puis j'avais dit... est-ce que vous êtes en train de dire que moi, je suis un problème? Est-ce que vous êtes en train de dire que ma famille est un problème? Et c'est inacceptable parce que c'est pas ça le Québec. Au contraire, si on veut assurer l'avenir du Québec francophone en Amérique du Nord, on va avoir besoin des immigrants puis de leurs enfants. C'est les enfants de la loi 101 qui vont permettre la pérennité de la langue française et de la culture québécoise au Québec. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai décidé avec le discours public sur l'immigration qui est très inhumain, déconnecté de la réalité au Québec, de parler de l'histoire humaine, puis de raconter mon histoire qui est une histoire unique parce qu'évidemment c'est la mienne, mais c'est aussi une histoire très commune, je dirais même banale à la limite. Bon, c'est peut-être pas banal d'être député à l'Assemblée nationale quand même, mais quand même, c'est une histoire qu'on voit partout, peu importe ce que les gens font après ça comme travail. Les immigrants viennent, ils se transforment, ils changent, qu'ils le veulent ou pas, au contact de la société québécoise. Mais la société québécoise aussi, l'identité québécoise se transforme. L'identité québécoise n'est pas gelée ou dans un congélateur où elle n'est pas dans le formol. Elle évolue au contact de l'immigration depuis toujours, puis elle va continuer à le faire. Et je voulais donc raconter une histoire humaine et non pas une histoire avec un plaidoyer politique. C'est pas un manifeste, là. C'est vraiment mon histoire personnelle, l'histoire de ma famille, de comment je suis devenue immigrante grâce aux gens qui m'ont accueillie, grâce à l'école publique québécoise. Et c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Je trouve ça fascinant toujours d'entendre ces histoires-là. Parce que, comme tu dis, c'est très unique, mais c'est commun. C'est commun, c'est fascinant. Et c'est pour ça que je voudrais que tu m'en parles un peu plus de ton arrivée ici, de ta famille et toi au Québec en 1988. Oui. C'est ça. Donc, nous, on vivait aux Émirats arabes unis et on était en quelque sorte des apatrides. C'est-à-dire qu'on avait quand même une belle vie privilégiée. Mais mes parents aspiraient à ce qu'on ait une éducation de qualité. Et ils n'avaient pas beaucoup d'options parce qu'on ne pouvait pas rester aux Émirats arabes unis. Mon père était travailleur étranger temporaire. Son employeur, si son employeur décide de lui dire « tu quittes », il quitte le pays, il quitte pas juste l'emploi. Ça me fait penser à ce qui se passe ici au Québec. C'est ça, il y a des parallèles ici au Québec et au Canada. Oui, alors que là-bas, c'est un pays, je veux dire, c'est pas une démocratie, là, les Émirats arabes unis, là, on veut pas se comparer à eux. Et malheureusement, il y a quelque chose qui se passe comme ça aussi au Québec. Et donc, pour eux, l'autre option qui se présentait à eux, c'était de retourner au Liban, alors qu'il y a toujours une instabilité
surtout pour les Palestiniens. Puis nous, on n'a jamais eu la citoyenneté libanaise, même si moi, je suis née là. Ma mère est née là. Mon père est né en Palestine. Avant 1948, il avait 2 ans quand ses parents ont dû se réfugier à la création de l'État d'Israël. Et donc, il n'y a pas d'avenir au Liban pour nous. Donc, il y avait une petite vague d'immigration où est-ce qu'on a entendu parler du Canada, des amis lointains de mes parents qui immigraient, qui allaient au Canada. Et c'était Toronto surtout. Mais mes parents, je me rappelle, puis je raconte cette histoire-là, ils nous ont dit, bon, on va aller au Canada. Il y a Toronto, ça se passe en anglais, puis il y a Montréal, ça se passe en anglais et en français. Puis là, nous, les enfants, où vous voulez aller? On a plus d'amis à Toronto, parce que les Palestiniens sont plus anglophones, mais on peut quand même se débrouiller puis aller à Montréal. Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, c'est nous, les 3 filles. Moi, je suis l'aînée, puis mes deux autres sœurs sont plus jeunes que moi, mais j'avais 10 ans, et même peut-être 9 ans à l'époque. Et là, je dis, ben, on parle l'arabe, ben, on veut apprendre plus de langues, on va avoir 3 langues. Ah, et ouais, c'est comme ça qu'on a choisi d'aller à Montréal plutôt qu'à Toronto, comme la majorité des amis de mes parents. Donc j'aime dire que c'est le français qui nous a attirés pour venir ici. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est toi et tes sœurs qui ont fait ce choix-là. Oui, les enfants, parce que c'est notre avenir. Et évidemment, ils nous ont pas dit quel pays vous voulez aller dans le monde. Ils ont déjà choisi quand même le pays, donc c'était un choix un peu plus circonscrit. Et voilà, puis on a été... tu sais, c'est quand même gros. Quand je pense à ça, mes parents, ils étaient dans la trentaine. C'est quand même un gros move, là. Puis on était 4 enfants. Après ça, j'ai une sœur qui est née ici. On a 15 ans de différence. Et voilà. Donc, les gens du pays qui viennent d'ailleurs viennent enrichir le pays du Québec. Et c'est ça. Donc, on a un pays. Ils voulaient qu'on ait un pays. Ouais. Et quand je l'ai laissé aussi, tu parles à l'arrivée ici au Québec et l'intégration. Oui. Donc... Ben, mes parents, évidemment, on parle pas français. Ils sont allés dans ce qu'on appelait les COFI, les centres d'orientation. Moi, je pensais que c'était francisation, mais il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est de formation et d'intégration. Ça a été aboli au début des années 2000 par le Parti québécois. Mais ça existait. C'était un endroit où est-ce qu'on apprenait pas juste le français. On avait de la francisation, mais il y avait des sorties culturelles. C'est apprendre c'est quoi le Québec. Mon père, il est allé. Après ça, il a commencé à travailler. Puis ma mère aussi est allée. Puis je me rappelle, je raconte ça dans le livre. Il y avait une sortie scolaire au jardin botanique. Puis je sais pas pourquoi, je me rappelle pas pourquoi j'étais pas à l'école ce jour-là. Et j'ai accompagné ma mère. Puis il y avait ses amis arabes, mais il y avait aussi des amis latinas, toutes sortes d'autres personnes. Et il y avait un échange de cultures et de valeurs qui sont très différentes. Donc c'est aussi une façon... Quand on va dans ce genre de milieu-là, qui sont payés par l'État, c'est une façon aussi d'intégrer puis de donner les chances aux gens qui viennent d'ailleurs de s'intégrer au Québec. Bien, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, avec la francisation. On le sait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un peu morcelé un peu partout. Ça va pas très bien aujourd'hui. Moi, j'ai des gens qui veulent se franciser. Ils vont dans mon bureau parce qu'il y a pas de place. Mais, et nous, les enfants, on est allés en classe d'accueil. Donc, moi, j'ai été à l'école Cardinal Léger dans une classe d'accueil et j'en parle dans mon livre, dans le chapitre « La classe de Monsieur Gilles », qui est un prof dont je me rappelle beaucoup puis qui a été très marquant. Il nous faisait faire des sorties, il nous demandait de regarder la télévision en français, de raconter le lendemain nos émissions. Moi, je parlais beaucoup de Passe-Partout parce que c'était l'émission que je comprenais, parce que Passe-Partout parlait très lentement. Donc, je comprenais ce qu'elle disait, sinon je comprenais rien quand je regardais la télé. Donc, c'est vraiment par l'école qu'on a appris à devenir québécois. Et on n'apprenait pas juste le français, la grammaire et tout ça, on apprenait aussi à chanter des chansons de Félix Leclerc. C'est comme ça qu'on apprenait le français. Donc, moi, c'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Je connais toutes les chansons de Félix Leclerc par cœur. Et je le raconte dans mon livre. Puis il y a des gens qui, quand ils ont lu ça, ils étaient étonnés. Je parle aussi de Félix Leclerc, de ses livres d'histoire pour enfants. Il a écrit des livres d'histoire pour enfants, des histoires traditionnelles. Il parlait du carême. Mais le carême, c'est comme le ramadan dans ma famille. Donc, je me disais, mon Dieu, il y a comme des similitudes. Donc, c'est vraiment... c'est là aussi, dans la classe de M. Gilles, que j'ai goûté. On faisait une sortie. Je me rappelle pas où est-ce qu'on allait, mais le matin, on a déjeuné. Et j'ai goûté pour la première fois le beurre d'arachide. J'en parle pas dans mon livre, j'aurais dû en parler. Ça a été un moment marquant, le beurre d'arachide. Cette chose collante, c'était désagréable et bon en même temps. Ah, mais c'est vraiment intéressant. C'est vrai, tu ne le mentionnes pas dans le livre. Mais le milieu scolaire a quand même joué
c'était un élément fondamental dans l'intégration quand tu es arrivé ici. Fondamental. Parce que où est-ce que j'aurais pu rencontrer des Québécois de souche, comme on dit, les enfants? Il y avait une mixité scolaire beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Ça, c'est la classe d'accueil. Évidemment, c'était une classe de l'ONU, là. On était des enfants qui viennent de partout. Mais après ça, je suis allée en classe régulière, toujours à Ville-Saint-Laurent. Après ça, ma famille a déménagé à Laval. Et là, il y avait vraiment une mixité, mais elle n'existe plus aujourd'hui. La classe Henri Beaulieu, l'école Henri Beaulieu, où j'ai fait ma 6e année dans une classe régulière, où j'avais besoin de beaucoup de support. Même dans les cours de français, je me rappelle, on était 3 élèves qui avions des difficultés. Mais moi, je savais pas, tu sais, j'étais dans ma classe, puis là, il y avait un monsieur qui venait dans la classe de français et on sortait. Probablement, c'était un orthopédagogue ou un professionnel. Et ça m'a tellement aidée. Je me rappelle à quel point je me disais, je comprends. Mais ça a pris vraiment 5 ans pour que je devienne bonne en français. C'est juste en secondaire 3 que je suis devenue bonne. Mais c'est à force d'être supportée, d'être appuyée, pas juste par les profs, mais aussi par les professionnels dont on manque beaucoup aujourd'hui dans les écoles publiques. Fait que c'est vraiment l'école publique. Après ça, je suis allée, qui a assuré mon intégration. Je suis allée à l'école Saint-Martin, après ça Saint-Maxime, au secondaire à Laval. Et il y avait une mixité. Moi, je côtoyais autant les Abdelgawad, les Fektra, ça, je me rappelle, c'est une Cambodgienne, que d'autres du Laos, de partout à travers le monde, des Égyptiennes, des Irakiennes, que des Tremblay, des Côtés, tout le monde, parce que c'était vraiment 50-50. Mais aujourd'hui, je suis retournée à mon école secondaire Saint-Maxime, j'en parle dans le livre. C'est 99% d'élèves issus d'immigration. Puis ça enlève la mixité scolaire. Puis j'en parle, c'est beaucoup l'école à 3 vitesses, qui fait que les élèves sont ségrégés. Donc, c'est pas tous les enfants qui font l'école ensemble. Alors qu'aujourd'hui, avec nos réseaux sociaux, où est-ce qu'on est tous dans nos chambres d'écho, avec la société, où est-ce qu'on est tous dans notre milieu, on n'a plus de parvis d'église, l'endroit où est-ce que tout le monde se retrouve. Mais l'école est le dernier rempart. C'est le dernier endroit où, normalement, tous les élèves devraient se retrouver ensemble, peu importe qui ils sont, peu importe leur culture d'origine, peu importe leur milieu socio-économique. Et malheureusement, c'est plus le cas. Et ça me fait mal et c'est une brisure. Puis il faut qu'on corrige ça. Tu mentionnes que ça t'a pris 5 ans pour apprendre le français. Oui. Je trouve que c'est important que le gouvernement comprenne ça parce que ça prend pas 6 mois pour apprendre. Non, ça prend pas 6 mois, Non. ça c'est sûr. Ni pour les adultes, ni pour les enfants. Exactement. Et Mais ils comprennent pas parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. exactement. Ils comprennent rien à l'immigration. C'est des incompétents de l'immigration. C'est ça. Et tu mentionnes aussi qu'il y avait plusieurs professionnels qui étaient là pour Oui. qui venaient aider les étudiants. Mais là, c'est plus vraiment le cas actuellement. Je lisais un essai de Christophe Alla-Sévigny, Oui. justement Séparés mais égaux, Oui. qui parle de cette école à 3 vitesses. Oui. Quand tu es retourné à ton école secondaire, C'est Maxime, oui, Exactement. récemment, là, comme député. c'est ça, tu as pu voir cette différence. Oui, on la voit. Je veux dire, c'est flagrant. Et aussi, les élèves qui sont dans les classes régulières et les élèves qui ont des projets particuliers, ça, c'est une des 2 vitesses, qui se côtoient pas. Le désinvestissement dans l'école, c'est la pire décision qu'une nation peut prendre. Le gouvernement nous dit, avec Jean-François Roberge, j'ai fait une loi sur l'intégration nationale pour que les immigrants s'intègrent parce que c'est leur devoir. Je m'excuse, là, mais au même moment que vous faites ça, votre loi, là, au même moment, il coupe dans les sorties interculturelles. Alejandra Zagamendes, députée de Verdun, de Québec solidaire, elle parle aussi de son histoire. C'est une enfant de la loi 101. Elle est arrivée comme réfugiée du Pérou avec sa famille, mère monoparentale. Elle a pu bénéficier, elle en a parlé récemment, de l'aide sociale, un filet social parce que sa mère était tombée gravement malade. Ça l'a aidée pour pouvoir continuer ses études. Elle a fait un doctorat et aujourd'hui, elle est députée. Ça, c'est pas uniquement parce qu'elle est bonne et intelligente. Elle l'est, mais c'est pas suffisant parce que le filet social, les services publics ont été présents pour l'appuyer, pour lui permettre de faire ça. Puis elle m'a parlé d'un programme interculturel quand elle était à l'école secondaire où est-ce elle a pu, grâce à cette sortie-là, sa mère, elle n'aurait pas pu lui payer ça, aller en Rimouski. Les élèves de Rimouski venaient dans son école à Montréal et il y a eu un échange interculturel. Mais aujourd'hui, le gouvernement coupe
là-dedans. Fait qu'au au même moment où il dit il faut assurer l'avenir de notre nation francophone par l'intégration forcée des immigrants par une loi, ça sert à rien quand tu coupes et que tu enlèves l'argent pour que ces échanges interculturels, puis cette intégration se fasse comme moi j'ai pu bénéficier. Moi, je suis en politique pour plein de combats, l'égalité des chances, entre autres l'environnement. Mais s'il y en a un, par exemple, si je veux résumer puis pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que je veux que les petites Alejandra, les petits tes parents, les petites Ruba, aujourd'hui, puissent elles aussi bénéficier de ces institutions et cette école publique québécoise où est-ce que tous les élèves se côtoient pour faire l'école ensemble et non pas séparés et s'intègrent au Québec. C'est la meilleure façon de s'intégrer, c'est la meilleure façon d'assurer l'avenir du français puis de la culture québécoise. Il n'y en a pas d'autre. Et malheureusement, c'est brisé. Fait que moi, j'ai déposé un projet de loi pour contrer l'école à 3 vitesses et j'en parle aussi dans le livre. Je suis très contente aussi du livre Séparer mes égaux de Luxe aussi qui est sorti un petit peu en même temps. Puis Marc Fortier, mon éditeur, au même moment que j'écrivais le livre, avant que le livre sorte, comme je parlais de l'école à 3 vitesses, il me l'a envoyé. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire. Mais moi, il faut parler de ça. Et malheureusement, le gouvernement actuel dit que non, lui, il veut continuer à garder le même système. Il faut laisser la liberté de choix aux parents. C'est pas ça, la liberté de choix. Ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement, dans son discours, il parle bien sûr de la loi 84 sur l'intégration des personnes migrantes, mais en même temps, il coupe en francisation. Il y a quand même une contradiction flagrante. C'est une incohérence. Je vais aller très loin. C'est stupide. Je veux dire, c'est comme... c'est comme s'ils voulaient juste montrer que pour eux, l'intégration, c'est important avec des slogans puis des lois. Comme si les immigrants, ils viennent puis ils veulent pas s'intégrer. C'est faux. S'il y en a qui veulent pas s'intégrer, c'est une minorité minoritaire. Puis après ça, on monte ça en épingle. On parle beaucoup de l'école Bedford. Je m'excuse. La majorité des immigrants, quand ils arrivent, là, ils font des deuils, ils se transforment. Des fois, malgré eux, oui, il y a une résistance. Moi, mes parents, quand ils sont arrivés, là, nous, ça fait 37 ans qu'on est au Québec, là. Eux autres, ils voulaient conserver notre langue, notre religion, tout ça. Bien, ils ont fait des deuils parce que qu'est-ce que tu veux? Nous, les enfants, ben, on s'est intégrés à la société québécoise. À un moment donné, quand j'étais adolescente, tu veux rejeter la culture de ta famille parce que tu préfères la culture québécoise. Mais après ça, tu concilies les deux. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend l'espace et ça prend des responsables et des décideurs politiques qui prennent les bonnes décisions, comme investir dans l'école publique, comme arrêter de montrer les immigrants comme bouc émissaire. Moi, une petite Ruba qui arriverait aujourd'hui puis que le premier ministre passe sa vie à dire les immigrants sont un problème, comme moi je l'entends tous les jours, là, bien, ça me donne-tu le goût de m'intégrer? Je vais vouloir peut-être me replier ou je vais vouloir rejeter ma culture. Je veux dire, il n'y a pas ce choix à faire. Il faut laisser le temps, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, c'est ça que je veux montrer qu'on peut être comme moi, comme Québec solidaire. On aime le Québec. On veut même qu'il soit un pays indépendant, mais en même temps, on veut ouvrir les bras. Les deux ne sont pas contradictoires. Moi, ça me fait toujours mal quand il y a des jeunes québécois qui sont des gens du pays qui viennent d'ailleurs, issus de l'immigration, qui parlent pas québécois, qui parlent pas français, ils parlent québécois. Et ils me disent, ben, je comprends pas, Ruba, pourquoi t'aimes tant le Québec, pourquoi est-ce que tu te sens aussi québécoise alors qu'on nous rejette? Mais moi, je leur dis, mais c'est pas ça le Québec. C'est pas le Québec que moi j'ai connu. Puis je veux montrer qu'on peut être à l'Assemblée nationale et avoir un autre discours. Puis ce discours-là, il est là. Puis le Québec, il vous appartient. Vous n'avez pas besoin de demander la permission. Vous êtes Québécois. Et ça, c'est important, pas juste de le dire dans le discours, mais de le démontrer aussi dans l'action. Puis investir dans le filet social, investir dans les services publics, c'est un moyen gagnant. Après ça, oui, on peut avoir le discours sur notre système d'immigration. Il est brisé, il n'est pas bon, notre système d'immigration. De favoriser l'immigration temporaire sans arrêt, puis de réduire l'immigration permanente, comme le gouvernement actuel le fait, c'est pas un bon système d'immigration. C'est pas bon pour les immigrants, les travailleurs étrangers temporaires qui viennent, ils ont une épée de Damoclès à cause de leur employeur. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir de l'immigration juste pour satisfaire Walmart et McDo.
On a besoin aussi de gens qui vont vouloir rester longtemps pour répondre aussi à la société. C'est pas juste une main-d'œuvre puis du cheap labor. Puis ça arrive avec l'immigration permanente, avec des programmes que le gouvernement est en train de couper, comme le PEC, le programme d'expérience québécoise. On est en train de nuire pas juste aux immigrants, on nuit au Québec. La CAQ nuit à l'avenir de la nation québécoise francophone en Amérique du Nord. Parce que ceux qui vont assurer son avenir, c'est les enfants de la loi 101. Ça a l'air subversif de dire ça. J'en suis convaincue. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pas les lois bidons de l'intégration nationale qui vont permettre ça. C'est vraiment en investissant dans notre école publique, dans nos services publics, dans notre filet social et en ouvrant les bras à des gens pour qu'ils s'intègrent. C'est ça la formule gagnante. Il n'y en a pas d'autre. Par rapport au discours qui peut être très blessant et qui est blessant en fait. Il est blessant. Moi, je suis blessée. Exactement. Et ça, il y a plusieurs personnes qui sont nées ici, mais qui ont des parents qui viennent d'ailleurs et qui... se sentent rejetés. C'est ça. Ils se sont rejetés, blessés. Il y en a même qui veulent partir du Québec, malheureusement. Écoute, moi, la sortie de Qui me tuait est tellement venue me chercher et ça m'a fait penser que, sans m'en rendre compte, moi-même, avant de commencer à critiquer, parce que je veux dire, je suis dans un parti d'opposition, donc c'est mon travail. Si je ne fais pas une critique de l'action gouvernementale, je ne réponds pas à la définition d'une députée de l'opposition. Et souvent, j'ai l'impression qu'il faut que je dise et que j'affirme puis que je répète, j'aime le Québec. Le Québec, je lui sens appartenir. Je suis québécoise pour pouvoir critiquer, comme s'il fallait que je demande la permission. Mais un Tremblay du Lac-Saint-Jean, lui, il sent pas le besoin, il critique. Au Québec, ça va mal, nanana. Mais moi, je me suis rendu compte que je faisais ça parce que je voulais pas qu'on m'accuse de pas aimer le Québec, parce que je le critique. Et le syndrome de l'immigrant parfait. Une des craintes que j'avais en écrivant le livre, c'est qu'on dise « Ah, mais ça, toi, t'es une bonne immigrante. » François Legault me l'a déjà dit. Ah ouais? Oui. J'ai déjà dit une fois, la façon que le premier ministre parle me rejette. J'ai l'impression qu'il me fait sentir de trop. Puis là, il a répondu « Ben non, la députée de Mercier parle très bien le français. » Je te jure, c'était horrible. Vraiment mon oncle Legault, là. Et donc, moi, je suis bonne. Quand tu dis à quelqu'un que tu es un bon immigrant, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est parce qu'il y a des mauvais immigrants. Et ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une minorité minoritaire? Ben oui, mais je veux dire, comme dans tout dans le monde, là, il y a toujours un 1% négatif. Arrêtons d'en parler, parlons de 99%. Les gens, ils viennent pas ici pour dire, moi, je vais pas m'intégrer puis je vais rester assis puis à rien faire. Mais il faut aussi qu'on aille les chercher. C'est vraiment, l'intégration, c'est une danse à deux. Ça se fait à deux. Le Québec se transforme. Le Québec doit faire un pas, l'immigrant fait un pas et se transforme. Et c'est une danse qui fait, après ça, qui est très harmonique, mais encore faut-il la danser puis se donner les moyens de la danser. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe au Québec, l'intégration. Et donc, moi, j'avais toujours peur d'avoir l'air de l'immigrante parfaite, mais le livre que je raconte, c'est une histoire très commune. Très, très commune, à la limite banale. Bon, tout le monde ne va pas devenir député puis à la tête d'un parti politique ou devenir une grande écrivaine comme Qui me tuait, mais c'est aussi ça, le Québec. C'est toutes ces personnes-là qui viennent de partout et c'est la réalité. Soyons réalistes, c'est ça la réalité. Dire le contraire, c'est vivre dans un monde qui n'existe pas, un monde imaginaire. C'est totalement irréaliste. C'est un monde de licorne. On dit que nous, on vit dans un monde de licorne. Ce sont eux qui vivent dans un monde théorique qui dit que le Québec canadien français, c'est comme ça que ça se passe. Ça n'existe pas. Le Québec, c'est celui que je raconte dans mon livre. Et c'est les Tremblay puis les Gazelles qui se côtoient. Puis ça fait quelque chose de beau. Puis c'est ça qui va rendre le Québec fort. Il n'y a pas d'autre façon. Après ça, oui, on peut avoir des débats sur le nombre d'immigrants. Absolument. À Québec solidaire, on n'a jamais dit on veut accueillir 1 million de personnes par année. Là. Il n'y a personne qui a dit ça. Mais ayons le débat de façon rigoureuse, de façon bienveillante. Et oui, il faut réduire l'immigration temporaire juste pour satisfaire le monde des affaires, mais de façon intelligente, rigoureuse. Mais il faut monter l'immigration permanente puis les programmes de gens francophones qui viennent d'ailleurs, qui sont la crème de la crème, tu sais. Mais on veut pas juste être... Après ça, il y a des demandeurs d'asile. Bien sûr qu'il faut les accueillir. Est-ce qu'on en a accueilli au Québec plus qu'ailleurs au Canada? Oui. Mais on va pas faire comme Trump. Je veux dire, c'est quoi l'autre option?
il faut qu'on arrête d'instrumentaliser l'immigration. Moi, j'entends le Parti québécois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il faut parler de l'immigration bienveillante. Bon, il y a trop d'immigrants, il faut faire ça. C'est les logements, il faut augmenter la fécondité des femmes, des choses comme ça horribles. Je veux dire, arrêtez, là. C'est, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'instrumentaliser l'immigration. Est-ce qu'on a accueilli plus d'immigrants temporaires puis ça a créé un débalancement? Oui. Amir Kadir le dit depuis très longtemps. Il faut qu'on ait une immigration permanente pour réunifier les familles. Parce que sinon, les gens restent séparés, les familles restent séparées pendant 4 ans, 7 ans. Il y a personne... Les Québécois sont pas comme ça, ils sont généreux. Au Québec, parce qu'on n'est pas un pays, il y a toujours une peur de disparaître. C'est légitime. Il faut l'accepter. Mais il ne faut pas l'instrumentaliser par un discours politique qui va venir l'exacerber. Ce qu'il faut, c'est rassurer cette peur de disparaître et l'accueillir et faire des débats sains, sereins, puis arrêter d'instrumentaliser l'immigration parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas bon pour les immigrants, mais c'est pas bon pour le Québec. Pour tout le Québec, c'est pas bon. Et c'est dangereux pour l'avenir du Québec aussi parce Absolument. Que les gens, tu sais, il y en a... Notre réputation à l'international, elle est massacrée avec ce gouvernement-là. C'est ça. Et... on parle d'immigration et de cette instrumentalisation, mais dans ton livre, tu parles notamment de 3 moments identitaires post-référendaire, bien sûr, de 1995. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Moi, je suis très heureuse d'avoir vécu ces moments alors que mon identité québécoise, elle était solide comme le roc. Si j'avais vécu ces moments-là, alors que j'étais en pleine construction de mon identité québécoise, où est-ce que je te déchirais entre les valeurs familiales et les valeurs québécoises, ça n'aurait pas été un bon moment, puis probablement que j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui. En 2007-2008, il y a eu la crise des accommodements raisonnables. J'ai même participé à un livre sur la laïcité, là, collectif, où il y avait différents points de vue sur la laïcité. Et je me rappelle, à ce moment-là, moi, j'ai vécu un traumatisme où est-ce que toute ma vie, on disait, il y avait un discours d'ouverture à la Gérald Godin, ancien député de Mercier, le comté où je suis député aujourd'hui, où est-ce qu'il dit l'indépendance du Québec, on va la faire avec les immigrants. Et c'est d'ouvrir les bras. Mais là, tout d'un coup, on commençait à dire que la culture des immigrants, surtout les musulmans, puis le voile et tout ça, ben c'est dangereux pour le Québec. Et on commençait à aller trouver toutes sortes d'histoires puis à les exacerber de façon horrible. Par exemple, les prières musulmanes dans une cabane à sucre, les fenêtres givrées du YMCA. Il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais je suis allée, j'étais à Québec solidaire, j'étais membre fondatrice, le parti venait de naître avec Amir Kadir, Françoise David, et j'ai eu le bonheur de participer à l'écriture du mémoire de Québec solidaire sur la crise des accommodements raisonnables, et je suis allée le présenter devant Bouchard-Taylor, devant M. Bouchard et M. Taylor, à cette commission itinérante avec Françoise David. Mais ça a été un moment très, très éprouvant d'écouter puis d'entendre tout ce qu'on pouvait de dire, un discours très, très... qui était dans les boulamites, qui est ressorti, anti-immigration. Et il y a eu des politiciens qui ont exploité ce moment-là, puis qui se sont fait du capital politique, comme Mario Dumont à la tête de l'ADQ, puis je lui en ai beaucoup voulu. J'en parle dans le livre. Et après ça, j'ai trouvé ça difficile, puis je me présentais aussi aux élections en même temps. Après ça, il y a eu la crise pas la crise, mais la charte des valeurs du Parti québécois. Et ça, j'ai décidé que je voulais pas participer à cette chose-là. J'étais toujours membre de Québec solidaire et tout ça, mais je regardais ça d'un peu plus loin. J'étais dégoûtée. Et je voulais pas, je me disais, mon Dieu, on est en train de salir le projet d'indépendance aussi. Et ce n'est plus le Parti québécois qu'on a déjà connu dans le passé. Parce que là, il y a eu comme un virage un peu plus identitaire. Et ce qui se faisait beaucoup sur le dos des femmes qui portent le voile. Et étonnamment, ma mère a décidé de porter le voile à peu près dans ces années-là, mais ça n'a rien à voir avec la Charte des valeurs. C'était là qu'elle était rendue dans son processus et tout ça. Et moi, honnêtement, tu sais, je veux dire, mes parents m'ont élevée dans la culture, dans la religion musulmane, mais ça n'a pas trop bien réussi. On l'a pas rejeté dans ma famille, mais on s'en est éloigné. Et donc... Mais ça fait partie quand même de ma culture. Et je sais que ce qui se disait sur les musulmans et les musulmanes était horrible, était injuste. Puis ça me faisait très, très mal, puis ça me blessait. Mais je regardais ça plus de loin parce que j'avais pas envie d'écouter tout ce qui se disait. Et après ça, il y a eu la CAQ qui est arrivée avec « En prendre moins, mais en prendre soin ».
Et la CAQ, avec François Legault, qui connaît rien, mais strictement rien à l'immigration, qui comprend rien, et qui a amené des politiques, mais finalement, il s'est rendu compte après ça qu'il ne pouvait pas vraiment ne pas avoir d'immigrants. Il est allé faire le tour du Québec, pas lui, mais en tout cas, ils ont investi avec le ministre du Travail pour aller chercher plein d'immigrants de partout, mais plus temporaires. Et ils ont augmenté même un petit peu plus que ce qu'ils disaient l'immigration permanente, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était juste impossible. Puis c'est juste un discours politique. Fait que ces 3 moments-là, c'est des moments, des années sombres. On est encore là-dedans, malheureusement, avec le Parti québécois qui monte dans les sondages, mais rien n'est joué. Hein? En politique, tout peut changer. Hein? Pendant longtemps, on a dit que Poilievre allait devenir premier ministre. Regardez ce qui s'est passé, donc il faut faire attention. Québec solidaire, on n'a pas dit notre dernier mot. On arrive. Et moi, avec mon livre, j'entends beaucoup de témoignages où les gens sont tannés aussi. Quand on va dans la vraie vie, là, chez le peuple, puis pas juste à Montréal. Moi, je suis une députée très, très terrain. J'étais à Chicoutimi il n'y a pas longtemps. Les gens, la crise du coût de la vie, la crise du logement, la crise de l'itinérance, elle est vécue partout et c'est pas à cause des immigrants. Puis au contraire, les gens veulent avoir des immigrants. Quand je parle avec les universités puis les directions des cégeps dans les régions, eux autres, ils trouvent ça horrible, la décision du gouvernement de couper dans le programme d'expérience québécoise pour les étudiants et les travailleurs. Ils sont en train de couper dans ces institutions-là. Qui sont très importantes pour nos régions. Donc, tout ça pour dire que c'est les années sombres. On est encore là-dedans. Puis, c'est pour ça que je trouve que j'ai une responsabilité. Puis, Québec solidaire, on a une responsabilité de parler de notre amour du Québec, de dire qu'on veut que le Québec devienne un pays. C'est ce qu'on veut. Il y en a d'autres qui ne veulent pas, puis c'est correct. Mais qui sont nationalistes, puis qui aiment le Québec quand même s'ils ne veulent pas qu'il soit un pays. Mais en même temps, quand on dit qu'on aime le Québec, ça ne veut pas dire qu'on ferme les bras. Au contraire, ça veut dire qu'on additionne, puis on ouvre les bras, puis on veut qu'il y ait des gens qui viennent, mais de façon raisonnable, ordonnée et bienveillante. Et oui, ayons des débats. On n'est pas en train de dire que d'avoir le débat sur le nombre de migrants, ça veut dire que c'est pas bon, puis il ne faut pas le faire. Il faut le faire, mais il faut arrêter de le faire en manipulant la question, puis en instrumentalisant la question de l'immigration. C'est ça, de manière responsable. J'étais en train de lire récemment une étude de Mireille Paquette, qui est professeure à l'Université de Concordia, et elle analyse notamment les discours du gouvernement actuel, donc la CAQ. Et le constat de cette étude, c'est que les discours très négatifs par rapport à l'immigration, ça vient d'en haut. Donc, pas nécessairement de la population. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des personnes racistes comme dans toutes les sociétés, bref, mais le fait d'avoir ce discours négatif, ça leur permet d'instrumentaliser le débat et ensuite adopter des politiques très néfastes pour la société. Tout à fait. Et là, on se retrouve en ce moment avec ce gouvernement qui est en train en train de proposer plusieurs projets de loi à la fin de leur mandat. Et, qui menacent notre démocratie en passant aussi, là. Pas juste notre modèle social avec l'immigration, mais la démocratie. Le Barreau du Québec est sorti, il y a une dérive autoritaire, oui. Exactement. C'est très dangereux. C'est ça, avec le projet de loi 1, donc loi constitutionnelle. Oui, illégitime. Nous, on va tout faire pour la bloquer. On est les seuls. À Québec solidaire, on est rendu pas mal seuls sur beaucoup d'enjeux. Défendre des travailleurs qui essaient d'améliorer leurs conditions de vie. Notamment, on a vu ce qui s'est passé avec la STM. Défendre des services publics. Hein. Tout d'un coup, tout le monde a découvert que le transport collectif, c'est important, mais c'est un service public, comme l'école, comme la santé. Et on est les seuls à défendre notre état de droit. Je veux dire, la Constitution, on a été les seuls à dire qu'on veut la bloquer. Moi, j'ai écrit une lettre comme chef parlementaire à Pablo Rodriguez du Parti libéral et à Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ. Ils n'ont pas voulu embarquer. Le PQ dit que la loi constitutionnelle, c'est juste une loi banale. Et Pablo Rodriguez, il n'a pas trop répondu en disant que, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de bloquer des choses. Ben, oui, c'est notre démocratie qui est menacée. Il y a des façons de faire pour adopter une constitution. Et il faut absolument consulter toute la société, ce qui n'est pas le cas actuellement. Non, on manque de temps. C'est ça. Et je voudrais revenir sur le discours parce que là, le gouvernement... Il y a un impact sur les gens. C'est ça. Exact. Ça a un impact sur les gens. Concernant le discours, pour les gens, en fait, je pense à hier, parce que beaucoup de personnes migrantes
viennent ici au Québec parce que c'est le Québec qui allait les recruter à l'international. C'est ça. Ils arrivent ici et tout d'un coup, ils se retrouvent avec un discours qui est totalement à l'opposé de ce qu'on leur disait. Ils sont trahis. Exactement, ils sont trahis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arriver avec un autre discours. Puis le dire haut et fort et le contrer. Tout en comprenant les craintes de la population. Ça, pour moi, c'est très important. Parce qu'une des choses, des fois, qu'on reproche à la gauche et aux progressistes puis à Québec solidaire, c'est de mépriser le peuple qui a peur. Puis de dire, ben voyons donc, vous n'avez pas raison d'avoir peur. Non, c'est correct. Puis moi, je le comprends parce que ma famille, en arrivant ici, ils avaient peur de perdre leur identité, puis leur culture, puis leur religion. Fait que je peux comprendre la population. Cette peur de disparaître, elle a toujours existé au Québec. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas un pays. Ça ne veut pas dire que si on est un pays comme la France, qu'il n'y aura plus de racisme, tout va bien aller. C'est pas vrai. Mais quand même, il y a une peur qui est encore plus exacerbée dans ce manque de confiance en nous, dans cette peur de disparaître. Puis, elle est légitime dans la population. Mais la population, en même temps, veut ouvrir les bras, surtout dans les régions plus éloignées. Ils veulent avoir une régionalisation d'immigration. Je le sais, je suis allée partout. Puis les gens, ils veulent avoir les ressources pour aider les personnes à s'intégrer. Parce qu'un travail, c'est pas suffisant. Tu as un travail, puis c'est tout. Mais faut que tu aies un logement. Faut que tu aies un logement assez grand pour pouvoir accueillir ta famille. Si tu arrives ici, tu travailles, puis que tu peux pas faire venir ta famille, je veux dire, ça te tente plus. À un moment donné, tu vas quitter. Donc, Puis les gens, partout dans les régions du Québec, ils savent qu'ils ont besoin d'enfants, des enfants d'immigrants. Ils ont besoin pour revaloriser, puis puis redynamiser leur région, puis leur localité, leur communauté. Fait qu'ils veulent ça. Après ça, mais en même temps, il y a cette peur aussi de disparaître. Puis là, il y a des discours politiques qui viennent exploiter ça. Puis là, ils arrivent avec des solutions simplistes. Il faut couper l'immigration. Mais ça ne fonctionne pas, puis on va le voir que ça ne fonctionne pas. C'est juste une façon de dire... C'est juste pour démontrer, eux autres, ils se tiennent debout. Avec la CAQ, ça ne fonctionne plus de toute façon. Là, la population n'a plus confiance. Mais après ça, il y a le Parti québécois qui adopte le même discours. Encore, nous, la CAQ réduit l'immigration permanente à 45 000. Nous, c'est 25 000. Mais la vérité, c'est qu'ils mentent. Ils vont aller augmenter l'immigration temporaire. Je suis convaincue. C'est parce que c'est pas vivable. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible d'y arriver. Et dans la population, malgré cette peur de disparaître et tout ça, il y a aussi ce désir d'accueillir, mais on doit avoir les ressources. Fait que c'est pour ça que la solution, c'est de le dire, de le contrer, ce discours-là, puis tout en accueillant les peurs des gens, puis d'y répondre. C'est pour ça que nous, par exemple, on dit que la démocratie, c'est super important, puis il faut consulter. La Constitution Québec solidaire, on en veut une pour le Québec pays, mais il faut consulter. Il faut que ça soit fait le plus démocratiquement possible. Il faut aller partout à travers le Québec, puis comprendre les peurs des gens, puis y répondre. Ne pas regarder ça de haut, puis s'en moquer. Il faut faire ça. Mais il y a beaucoup de clichés qui nous collent à la peau, malheureusement, à Québec solidaire. Vous voulez accueillir tout le monde, vous voulez 1 million d'immigrants, il n'y a pas de problème. On n'a jamais dit ça. On a l'expert en immigration à Québec solidaire qui s'appelle Guillaume Clichrivard, notre député dans Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est excellent. Tout le monde le consulte parce qu'il comprend mieux ça que Jean-François Roberge de l'immigration. Il a été lui-même avocat en immigration, puis il connaît ça. Donc, mais il y a une façon de le faire de façon ordonnée, simple, et arrêter d'exploiter les peurs des gens. Fait que moi, ce que je dis, c'est, j'aime le Québec, il faut j'adore cette société québécoise, je suis québécoise plus que jamais, et je comprends les peurs, et je les délégitimise pas du tout, mais il faut y répondre, il faut en parler de façon saine, sereine, et arrêter d'arriver avec des solutions simplistes. On réduit l'immigration parce qu'on n'a plus de logement. Je m'excuse, mais les gens qui disent, pour qui les immigrants, c'est les boucs émissaires, c'est à cause d'eux qu'on a des problèmes, puis qu'on a une explosion dans nos services publics, dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Bien, ce sont les mêmes qui ont fait l'austérité, qui ont coupé dans nos services publics, qui n'ont rien fait pendant que les spéculateurs immobiliers construisaient puis jetaient des gens à la porte de leur logement. Et la hausse du loyer, je veux dire des hausses de loyer de 20-25 % alors que les salaires n'ont pas augmenté autant. Ce sont les mêmes personnes, la CAQ et d'autres,
qui disent que la crise du logement est causée par un nombre trop important de l'immigration, ce sont les mêmes personnes qui ont aucune solution contre la vraie cause, puis les spéculateurs immobiliers. L'immigration, où est-ce qu'on en a eu beaucoup, avec l'immigration temporaire, c'est depuis il y a quelques années. Mais la crise du logement, on la vit depuis beaucoup plus longtemps. Depuis 10 ans, c'est pas l'immigration temporaire, c'est pas l'immigration. On la vit partout, en Gaspésie, à Rimouski, à Rouyn-Noranda, partout. Il n'y a pas une explosion de l'immigration dans ces endroits-là. Donc, il y a un discours incohérent qui se passe, puis on parle des deux côtés de la bouche. Ce que je trouvais scandaleux également, c'est François Legault qui dit la crise du logement n'existe pas. Quelques mois plus tard, il dit c'est à cause de l'immigration temporaire. Ben oui. Quelques mois plus tard, il dit 100% du problème de la crise du logement, c'est à cause des immigrants temporaires. Donc, encore une fois, on constate vraiment ce discours qui... eux, ils l'adaptent pour exacerber la peur. Oui, c'est juste de la petite politique dangereuse. Alors que ils font rien pour contrer... je parle pas des petits propriétaires honnêtes, là. Nous, on demande qu'il y ait un contrôle des loyers pour arrêter puis ça augmente au niveau de l'inflation, par exemple. Il y a des locaux, les logements vacants partout, des bâtiments, parce que les propriétaires sont assez riches pour garder un immeuble. Moi, il y en a plein dans mon comté, il y en a partout, vide. Mais pendant ce temps-là, il faudrait comme pénaliser ces gens-là pour construire du logement. Bien, c'est eux les problèmes, c'est les spéculateurs immobiliers. Mais eux, non, c'est correct. Et on les laisse faire. Et après ça, on dit que c'est à cause de l'immigration. Je dis pas que l'immigration n'ajoute pas une pression sur la crise. Ça en ajoute. C'est normal. Puis c'est pour ça que ça marche, ce discours-là. Oui, factuellement, mais elle n'est pas causée par eux. Parce que ces gens-là, après ça, contribuent à nos services publics, qui travaillent dans les CHSLD, qui travaillent dans le système de santé. Ils travaillent, les gens qui viennent d'ailleurs, ils travaillent dans nos services publics, dans les CPE. Regardez n'importe quelle direction de CPE. Eux autres, ils veulent garder leurs travailleurs parce qu'il n'y en a plus, là. Il y a une crise de la main-d'œuvre. Dans les CPE, par exemple. Donc, on veut les avoir. Puis, bien sûr, il faut qu'ils se logent. Mais la cause, c'est pas eux. La cause, c'est la spéculation immobilière et le fait qu'on s'en est pas occupé depuis très longtemps partout au Québec. Partout au Québec, il n'y a pas eu une explosion de l'immigration, mais il y a un très grave problème de la crise du logement. Je parlais de Chicoutimi. Un petit 4,5, là, c'est 1 500 $. On n'est pas à Montréal, là, sur le plateau. C'est ça, la situation actuelle. C'est pas à cause de l'immigration, ça. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Énorme. Des fois, on a envie de dire, mon Dieu, est-ce que tout le peuple a viré à droite? Tout le monde veut aller maintenant investir dans notre argent public, dans le militaire, dans l'industrie militaire. Est-ce qu'on veut tout le monde couper partout? Et pas chercher l'argent là où elle est, parce qu'il y a des grandes fortunes au Québec, malgré ce qu'on dit. Et il faut aller chercher, puis avoir le courage d'aller chercher l'argent là où elle est. Quand il y a une inégalité, quand il y a des gens qui travaillent à temps plein, les 2 parents travaillent à temps plein, et le tiers de ces gens-là vont quand même dans les banques alimentaires, puis ceux qui vont dans les banques alimentaires, c'est la pointe de l'iceberg. En fait, le tiers des gens qui vont dans les banques alimentaires, c'est des gens qui travaillent à temps plein. Je veux dire, c'est des gens qui font tout bien. Ils travaillent. Il y a aussi presque 30%, 25-30% des gens qui vont dans les banques alimentaires, c'est des enfants. C'est inacceptable. On ne devrait pas être en train de dormir. Le premier ministre ne devrait pas être capable de dormir quand il sait que c'est ça qui se passe dans le Québec. Bien, ça, c'est pas juste pour les immigrants, c'est pour tous les Québécois, tout le monde. Bien, ça, c'est grave. Et c'est ça, la vraie crise. C'est pas la crise de l'immigration. Et c'est ça qu'il faut... dans quoi il faut investir. Et c'est ce que les gouvernements ne font pas. Donc, en ce moment, on a l'impression que tout le monde vire à droite, mais c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est là qu'il faut résister le plus. C'est là qu'il faut encore plus investir dans nos services publics. Puis c'est là qu'il faut aller chercher l'argent là où elle est, dans les grandes fortunes. Dans les gens, nous, on le propose. Là, on fait une proposition. Il y a une étude qui est sortie de l'IRIS. Aller taxer la richesse, pas juste les revenus. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus, mais qui ont une grande richesse. 25 millions de dollars
c'est pas beaucoup de monde. C'est 4000 ménages qui ont ça. Ça permet d'aller chercher 5 milliards de dollars. On peut réduire le déficit avec ça. On peut investir, donner de l'argent dans les banques alimentaires, mais aussi investir en prévention pour que les enfants arrêtent d'avoir faim, avoir des lunchs gratuits dans les écoles, pour avoir la dignité aussi, respecter la dignité des parents. On peut tellement faire de choses et c'est ces choix-là qu'il faut faire, puis arrêter de faire porter la responsabilité de tous les problèmes sur des boucs émissaires comme les travailleurs, les syndicats et faire la guerre aux immigrants. C'est ça. Et le virage, en fait, dans la manière dont je le constate, c'est ce virage voulu par la population, c'est parce que, premièrement, on veut un changement, mais deuxièmement, on se sent... Impuissant, désabusé, vraiment. Tout à fait. On peine à payer notre loyer, à faire l'épicerie, etc. Donc, dans une situation comme ça où il y a vraiment une crise, oui. Je vois pourquoi il y a des gens qui veulent un changement. Oui. Après ça, quel changement? Et parce que des fois, on peut vouloir un changement, puis c'est pire que ce qu'on avait avant. Mais moi, je suis convaincue que les valeurs dont on parle depuis tantôt, toi et moi, c'est des valeurs qui sont partagées par le Québec. J'en suis convaincue. C'est ce que je vois. Moi, je suis vraiment quelqu'un de terrain. J'essaie de sortir le plus que je peux, quand je peux, de la bulle parlementaire, la bulle politico-médiatique, où est-ce qu'on est une élite entre nous. C'est très facile de sombrer dans l'élitisme. Et à Québec solidaire, on a décidé on vient des mouvements sociaux, des mouvements des syndicats, des organismes communautaires, des groupes de femmes, et on a décidé d'aller jouer le jeu politique pour obtenir des sièges et former le gouvernement. Mais c'est très important de rester connecté aussi à la rue puis à la population. Puis ça, il n'y a rien de plus simple que d'aller dans le vrai peuple puis le vrai monde puis de leur parler puis comprendre leur situation que moi, j'ai toujours vécu. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... J'ai travaillé dans les entreprises... J'en parle dans le livre, dans les usines, dans des usines du secteur manufacturier, bombardier aéronautique, dans une usine qui fabrique des contenants de verre, dans une usine pharmaceutique avec les travailleurs, travailleuses, le vrai monde. Je les connais. Je suis une fille de terrain. C'est là que je me sens le plus connectée. Puis c'est là que ça fait le plus de sens pour moi de faire après ça de la politique. Puis quand je m'en vais affronter le premier ministre, bien, j'ai en mémoire ces gens-là que j'ai rencontrés puis j'ai croisés partout. Pas juste à Montréal, partout sur le territoire du Québec parce que je me promène beaucoup. Et c'est en restant connecté puis à nos convictions que je me rends compte que les gens sont beaucoup plus d'accord avec moi. Ils sont beaucoup plus d'accord pour qu'il n'y ait plus d'école à 3 vitesses, pour qu'on ait des services publics forts. Mais souvent, ce qu'on leur dit, puis ça, malheureusement, il faut faire plus de travail, on leur dit « Ah, mais c'est impossible. On peut pas. » Bien, je te donne un exemple. Les écoles publiques, pas les écoles, les bibliothèques publiques municipales. Tu sais, tu rentres dans une bibliothèque, tous les livres, c'est gratuit. Tu peux avoir une carte pour t'abonner, c'est gratuit. Tu prends un livre, tu t'en vas, puis tu le ramènes. Cette idée-là, supposons que les bibliothèques publiques n'existaient pas. Aujourd'hui, Québec solidaire, on proposerait, on veut des bibliothèques publiques partout. Les gens diraient, mais c'est impossible. Voyons donc, ça se peut pas, franchement. Les gens, faut leur donner à manger. On va pas avoir des bâtiments avec des livres, avec des gens qui y travaillent puis mettre de l'argent là-dedans. Tout ça pour que des gens aient des livres gratuits. Mais non, les gens, faut qu'ils mangent, faut qu'ils travaillent. C'est pas sérieux. C'est quoi ce monde de licorne? Ben non, c'est possible. Il y a des gens qui y ont pensé, puis c'est ça qu'on a décidé de faire. Donc, on a dit au monde que tout est impossible. Mais c'est pas vrai. C'est pas impossible. Et c'est ça un peu peut-être qui est difficile à expliquer puis à dire que nous, ce qu'on propose, on l'a déjà fait au Québec. L'école publique québécoise, un ministère de l'Éducation pour tous les enfants, des services publics, le système de santé. Moi, quand j'étais aux Émirats arabes unis, quand j'allais à la clinique, mes parents payaient. Pas au Québec. Tout ça, ça a l'air révolutionnaire, ça a l'air impossible, mais on l'a déjà fait, donc on est capable de le faire. C'est ça, en tant que peuple, on a décidé de le faire. Oui, et il ne faut pas laisser tomber ça. On ne va pas devenir les États-Unis. Et dans le dernier chapitre, si je ne me trompe pas, tu parles d'espoir. Et de résister. C'est ça. Et de s'indigner. Dans une époque où on a l'impression que l'espoir est presque inexistant, où on voit juste des mauvaises nouvelles partout, oui. Je serais quand même intéressé à t'entendre parce que tu demandes, mais maintenant, on fait quoi? Oui, exact. Puis, je voulais pas, à la fin, dire, maintenant, on fait quoi? On vote pour Québec solidaire. Ce que je veux, c'est de redonner cet espoir-là
que moi, j'ai dans mon cœur beaucoup parce que je suis connectée à la population, parce que j'ai jamais oublié les gens avec qui j'ai travaillé dans les usines. Puis, c'est encore maintenant, quand on a l'impression que tout va mal, puis on a juste le goût de rester dans notre lit, que c'est là qu'il faut se tenir debout. Puis je parle du livre de Stéphane Hessel, qui est sorti en 2010, où est-ce qu'il disait « Indignez-vous ». Puis le sentiment d'indignation puis d'injustice, ça, c'est très important. C'est un moteur très fort pour moi. Et je pense que c'est le moteur fort pour beaucoup de gens qui va les amener à sortir dans la rue et à le faire. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi, je pense à une mère monoparentale qui travaille, qui a de la misère à arriver. Peut-être que elle, c'est difficile pour elle de prendre le temps puis d'aller manifester dans la rue parce qu'elle peut pas. Elle essaie de sortir la tête de l'eau puis de survivre. Mais il faut qu'il y en ait d'autres qui le fassent pour elle, pour ses enfants. Et ceux qui en ont les moyens doivent le faire. Et c'est souvent une minorité qui le fait pour la majorité. Donc ça, c'est important. Puis moi, c'est ce sentiment d'indignation que probablement que la mère de famille, elle a le sentiment d'indignation, mais elle n'a pas le pouvoir et la place, puis la charge mentale, là, puis l'espace mental pour pouvoir agir. Mais au moins, il faut qu'elle entende que d'autres personnes le font pour elle et l'appuient et la supportent. Puis c'est ce sentiment d'indignation qui est le moteur à l'action. Et moi, c'est celui-là qui me... C'est ce qui fait que j'ai pas envie de rester dans mon lit. C'est le sentiment d'indignation, puis d'être dans l'action. C'est même thérapeutique, puis ça fait du bien. Oui, mais ce sentiment d'indignation... Et on a beaucoup de raisons d'être indigné. C'est ça, mais c'est quelque chose qui est très exploité aussi de l'autre côté du spectre. C'est vrai, absolument. On le voit, là, par exemple, Donald Trump, c'est beaucoup des petits travailleurs à qui il a dit l'élite ou les gens, il y en a qui veulent rien de savoir de vous. Mais moi, je suis là alors que lui, il fait partie de l'élite, c'est un ultra riche et qui se fout du peuple. Et là, les gens commencent à s'en rendre compte. Donc, moi, les lueurs d'espoir, il faut voir qu'on gagne déjà. Zoran Mamdani, moi, ça me donne de l'espoir. C'est quelqu'un à qui on balançait plein d'étiquettes, de rêveurs, de communistes, de tout ce que tu veux. Il s'en moquait. Il gardait le sourire. Il restait focus, puis très, très axé sur des vrais enjeux, les vraies crises que les gens vivent, qui sont le logement, l'épicerie. C'est vraiment un ensemble de choses. C'est pas juste les mesures qu'il proposait, c'est aussi la posture qu'il prenait, où est-ce qu'il ne se laissait pas distraire parce que les autres disaient de lui, par les étiquettes de rêveur, de c'est impossible. Mais en France aussi, il y a le nouveau Front populaire. C'est eux qui ont gagné le suffrage quand même si c'est pas eux qui sont au pouvoir. Je regarde la présidente au Mexique. En Espagne, c'est quand même un parti de gauche. Fait qu'il faut pas toujours penser qu'on perd. On a gagné des batailles au Québec. Contre GNL Québec, un projet qui était ultra polluant, qui a été laissé tomber par le gouvernement, Énergie Est. Il y a des batailles qu'on a menées puis qu'on a gagnées. Donc, c'est pas vrai qu'on perd tout le temps. Fait qu'il faut s'accrocher à ces lueurs d'espoir, ces lumières dans la nuit sombre, comme par exemple Zoran Mamdani et d'autres. Moi, c'est ça qui aussi qui... On peut gagner. On n'est pas juste en train de perdre. Il y a toujours espoir. Toujours. Sinon qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on peut pas... Puis, quand ça va mal... puis qu'on a l'impression qu'on est seul, c'est le moment où il faut être debout. Parce que quand ça va bien, c'est facile. Là, on a parlé de plusieurs thèmes. Ah, mon Dieu, oui, de tout. On a parlé de tout. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais si, disons, tu avais un message à faire passer, mais surtout dans le sens que qu'est-ce que tu voudrais que le lectorat retienne de ton livre? Très, très bon. Je l'ai mentionné tout à l'heure un petit peu, c'est que, évidemment, les gens qui viennent d'ailleurs apportent beaucoup au pays. C'est comme une paraphraser mon texte, mon titre. Et c'est de dire que l'immigration, c'est ce qui va assurer l'avenir du Québec. Moi, j'en suis convaincue. C'est ce qui va faire que le Québec, avec ses valeurs de générosité, d'ouverture, mais aussi de francophone, les Québécois, c'est des résistants. C'est un miracle que le Québec existe encore aujourd'hui dans cet océan en Amérique du Nord. Et l'immigration va permettre à ce miracle de perdurer.
alors que d'autres vont dire que c'est que les immigrants, il y en a d'autres, il y a un discours qu'on entend qui dit que c'est les immigrants qui vont le faire disparaître. Moi, je pense qu'au contraire, c'est les immigrants qui vont faire que le miracle québécois, le rêve québécois, le rêve collectif québécois va perdurer dans le temps. J'en suis convaincue. Et ce livre-là, il s'adresse aux immigrants, aux petites rubas, pour qu'elles disent « T'es québécoise, ne demande pas la permission, tu l'es ». Puis aussi aux Québécois, oui, le Québec va se transformer, comme il s'est toujours transformé. L'identité québécoise n'est pas gelée, puis elle n'est pas dans le formol, elle évolue. Et dans le fond, ça, c'est le livre d'une danse, là, qu'on danse ensemble et on se transforme, puis c'est très beau. C'est une histoire d'amour. Voilà, qui finit bien. Oui, et quand tu dis justement que cette identité québécoise n'est pas gelée, mais en constante évolution, ça aussi, c'est important de le mentionner parce que... C'est un fait. C'est un fait. Et surtout, en fait, c'est important de le mentionner pour les Québécois qui sont nés ici, mais qui ont des parents issus qui viennent de notre pays et qui entendent beaucoup ces discours négatifs et qui se disent, est-ce que je peux être Québécois avec tout ce genre de discours qu'on entend? Puis, on peut être Québécois en parlant arabe avec sa famille, comme moi je le fais quand je suis avec ma famille. On peut être Québécois un jeune Québécois qui parle franglais. C'est correct. Oui, il est Québécois. On peut être Québécois, même si on ne parle pas la langue, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir de la francisation, parce qu'on a été échappé par le système. On peut être Québécois parce qu'on est ici depuis 400 ans. Tout ce monde-là, c'est des Québécois. Puis il faut additionner puis rassembler. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chose possible. Je suis persuadée. Tous ceux qui disent le contraire, ils sont dans l'erreur, puis c'est pas bon pour le Québec. Ils coupent l'herbe sous le pied du Québec. On tire dans le pied en ayant ce discours-là. C'est ça le miracle québécois. Il va perdurer. Le Québec de 1825 n'est pas le Québec de 1925. Et le Québec de 1925 n'est pas le Québec de 2025. Et c'est correct. Puis ça va continuer comme ça. Je voudrais te remercier pour cette belle conversation. Merci. On a parlé de plusieurs thèmes. J'aurais voulu en parler encore plus. Oui. Mais j'invite le monde à aller lire l'essai. Donc, les gens du pays viennent aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci infiniment pour la discussion. Merci.